dans un cadre superbe. Il faut se souvenir que la ville d'Épinal fait bien les choses pour la pétanque, puisqu'il y avait deuxième fois, très peu de temps, en 2017, le gratin de la pétanque, là, au niveau d'un championnat de France. Alors, nous allons vivre ces instants avec Jean-François Réjeanne, et puis nous allons découvrir les grands moments de ce championnat. Alors, tout d'abord, une partie phare, le champion de France Quintet, qui était opposé en 16e de finale, c'est-à-dire le samedi après-midi, à un garçon de laine, Franck Demey. Alors Jean-François, présente-nous un peu ce garçon. Et oui, Stéphane, tout de suite, nous sommes en compagnie donc, de Philippe Quintet, qui est opposé à Franck Demey. Philippe Quintet, qui est le champion de France en titre. On se souvient que l'an passé, à Brest, il avait conquis son titre face à Richard Cédula, un joueur de Saône-et-Loire. Quant à Franck Demey, eh bien, il vient de réussir une performance tout à fait brillante, puisqu'il a perdu en quart de finale, donc la semaine dernière, au championnat triplex. En ce qui concerne donc Franck Demey, qui avait perdu contre Dumoulier, on note tout de suite qu'il apparaît rapidement en difficulté face à Quintet. Quintet qui fait depuis le début de ce championnat une très grosse impression. Oui, puisque dès le début de championnat, Quintet apparaît, comme on va le voir, Christian Favino, comme un des grands favoris de la compétition. Et ce qui est assez rare, c'est que souvent, on a constaté que les champions de France en titre ont du mal à, je dirais, tirer leur épingle du jeu, surtout dans les premières parties, parce qu'ils ont la pression sur eux. Et Quintet est très solide moralement. Il faut savoir qu'actuellement, je crois qu'il finit son service militaire. Il a même terminé son service militaire. Il est donc en pleine forme, pleine possession de ses moyens. Il faut rappeler quand même que l'Aisne est un grand département de pétanque pour le tête-à-tête. Jean-François qui va nous dire quels ont été récemment les derniers champions de France de l'Aisne. L'Aisne a déjà été couronnée par 2 fois dans le passé, notamment en 1979 à Mulhouse avec Dominique Valisson. Dominique Valisson qui s'est un petit peu assagi, mais enfin qui fait encore toujours parler un petit peu de lui. Et également le dernier titre alors a été conquis à Montpellier par Maurice Wade. Alors, 2 titres en 2 ans, c'est tout de même surprenant pour un petit département, surtout petit par le nombre de ses licenciés. Et je crois que ça devient une spécialité de l'Aisne, le tête-à-tête. Alors, revenons dans la partie. Là, nous en sommes à peu près au milieu de la partie. Rappelons comment s'est passé ce résultat. La première Aisne a rapidement tourné en faveur de Franck Demey qui a pris la tête, mais par la suite, Quintet, en réalisant 3 excellents palets, est revenu à la marque et a donc pris la tête sur le score de 3-1. Demey en action. Ensuite, ça a été très vite, Stéphane. Oui, puisqu'il a encore rajouté 3 points l'année suivante, et on arrivait donc logiquement au score de 6-1, et il continuait, je dirais, cette offensive en s'imposant dans le 4e mène par encore 2 points, et on était à 8-1. Alors 8-1, 8-2, 8-2 donc un point marqué par Franck Demey, ensuite 10-2. Alors Franck Demey, je dirais, commence à prendre un petit peu la dimension, il réagit et mène à mène arrive à remonter puisqu'il va passer à 3-10, 4-10. Là, une mène où Quintet va réagir et marquer 2 points pour s'imposer par le score de 12-4. Et derrière, tout de suite, Demey fait une superbe mène, il marque 3 points et on arrive à 7-10. Nous allons les quitter provisoirement pour faire un petit visite des terrains. Alors tout d'abord, Max Camp, champion de France en titre doublette, qui vient bien sûr sauver son titre. Gérard Lagarde, Guy Lagarde qui donc est un des grands de la famille Lagarde, famille complète au niveau du liste. Et tout de suite, Roger Capot Qui est toujours là, en compagnie de Passo. Voilà, Passo de dos, Roger Capot avec sa célèbre casquette de face. André Lacasse à l'écran, champion de France en 1985 Limoges. Avec le jeune Costefec. Pour rappeler qu'il était vice-champion de France l'année dernière. Et Richard Dudula qui était vice-champion l'année dernière. Jean-François Olmo, vice-champion de France à Limoges. Et on revient dans la partie 4. Et alors on revient à un moment très important.
Alors, on est vers la fin de la partie, et là, cette main va quand même être importante, puisque on va voir comment, sous la pluie qui vient juste d'arriver, alors qu'il y a même pas mal de temps, magnifique carreau d'entrée de Demo, Le bouchon se déplace, malheureusement pour lui. et garde quand même l'avantage. Alors, nous sommes à ce moment de la partie sur le score de 7 à 12, 7 pour Demo, 12 pour Quintet. Quintet qui pointe. Aussi, hein, il est bien d'aplomb, bien dans le rond, et il pointe toujours quasiment à côté. Hein, il aime bien cette, Alors, que veut faire de mots là? on s'attend à ce que Demo tire, puisqu'il a le point par terre de bout en main. Non, il pointe. Et là, quand même, une grave erreur, parce que de plus, il va pointer, mais pour tout arranger, il va perdre. Alors là, on voit bien son désappointement, parce que c'est une erreur de jeu quand même assez grosse, je dirais, parce que de bout en main, il vient de faire palais. C'est l'occasion pour lui, justement, de refaire son retard, si on est 7 à 12. Et là, non, il fait une grosse erreur. Non, et surtout que Quintet a très bien tiré jusqu'à présent, et c'est peut-être pas le jeu de faire tirer Quintet. Exact, et on voit bien qu'il va quand même y tirer à sa dernière boule. Il va y frapper, mais il laisse aussi ouvert à Quintet. Alors là, on croit bien que c'est terminé quand même, puisque Quintet n'a pas manqué encore. Hein. non, il y a toujours des haies, des petites surprises. Quelle pluie. Difficile. Ça tombait bien. On connaîtra encore pire au niveau de cette pluie à Épinal. Vraiment boulet. Quintet, mais ah, sa boule fait juste un petit saut en arrière et il ne gagne pas. Alors, un petit saut sur un terrain à côté qui se déroulait et notamment cette partie avec les locaux Antoine Lopez, Daniel Parot. Eh oui, en 32e de finale, et c'est vraiment l'exploit du jour, parce qu'ils viennent de sortir en partie de poule, Capot et Salvador, s'il vous plaît, sur le score de 13 à 12, alors qu'ils étaient menés 12 à 5. Alors une fois de plus, Capot Salvador, malheureusement pour eux, ne sont pas en finale, un peu de séisme de l'équité plutôt. Voilà, ils sont toujours après leur Jean-Yves Loulon, Joël Lescoudert, les Girondins, donc ils sont opposés à l'équipe de Sept-Saint-Denis là. Il s'agit de Mérandet et Lysia. Alors, ça c'est une belle partie, hein. Il faut bien dire que les Parisiens ont donné beaucoup de fil à retordre au Grand Loulon. Jean-Yves Loulon, il faut rappeler quand même que ce Bordelais a essayé de battre le record de tir. Bah, il a détonné le record de tir sur 1000, puisque dans l'heure, il a réalisé 856 frappes. Ouais, Loulon, bien sûr, derrière Christian Pavillon l'a battu, mais enfin, c'est quand même un super joueur, un très bon joueur. Ouais, c'est un joueur, et surtout un joueur très complet. Et là, il pointe, hein. Il joue à Lyon Lescoudert. Voilà. Et là, c'est Mérandet. Voilà. Mérandet au tir. Mérandet qui est accrédité d'une bonne partie également. Alors, Jean-Yves Loulon, qui retourne pointer. Il faut quand même dire que ce grand joueur n'a malheureusement jamais compris dans ce type de champion de France. Son meilleur résultat est demi-finaliste à Nancy, en triplette. Et là, il faisait figure de favori. Oui, logiquement, favori, c'est ça. Alors, les grandes doublettes et un petit peu le palmarès, là, si on en profitait pour faire un petit tour. Oui, on pourrait faire un petit tour et puis se pencher un petit peu sur ce phénomène, je dirais, des jeunes qui déboutent, qui arrivent actuellement dans la compétition, qui sont fiers du titre. On l'a vu récemment donc, au niveau du triplette, mais au niveau du doublette, on va un petit peu s'intéresser à ces 4 dernières années. En ce qui concerne donc 85 et 86, là on a eu 2 équipes très jeunes qui ont été championnes de France. Il s'agissait donc en 85 de Châtelain et Rocher, l'équipe des Yvelines, et en 86 une équipe de l'Isère, Cassis Paris, qui d'ailleurs en finale avait battu une super finale. Il s'agissait de celle de Lebeau, associé à Polo à l'époque. associé à Marco Polo. Effectivement, c'est l'un d'ailleurs Cassis Paris, c'est vraiment parce que Marco Polo en finale,
cette guerre qui pourrait créer la France. Et puis, ensuite, les dernières années, une autre tendance. Oui, un petit renversement, puisque donc en 87 à Vichy, Pérez de Breton, donc les joueurs du Calvados, avaient emporté le titre. Et l'année suivante, donc c'est-à-dire l'an dernier, donc c'était Caen qui la guerre, donc une équipe très chevronnée, qui à son tour avait fait la succession. Alors, bien sûr, les équipes chevronnées sont quand même des équipes relativement jeunes, c'est-à-dire qu'on sont vieux joueurs par un deux, mais les joueurs d'expérience. Alors, peut-être que l'expérience contre la jeunesse primée, quoique on s'aperçoit, et on verra dans ce championnat, la jeunesse quand même se fait alors les couverts, là, les couverts, et un super de taille. L'Esculaire, d'ailleurs, c'est la différence sur cette partie au tir en restant dans le cadre. Oui, parce que Maurice m'a demandé à Montpellier, mais malheureusement, bon, on a beaucoup moins de talent. Alors, Guy Lilia, qui est un joueur partie commune, et qui est un très bon joueur. Ils ont fait une très belle partie. Alors, malgré la qualité de ces joueurs de la famille, eh bien, le score a quand même été sans appel. Un score sans appel, puisque donc Toulon et Sivert ont mené rapidement par 8 à 3. Et puis, on peut dire, se sont imposés sur le score irrémédiable de 13 à 3. Sur le score de 13 à 3, ce qui qualifie donc nos joueurs de Girondins pour les huitièmes de finale. Une aparté, il faut savoir que la Gironde, malheureusement, n'a pu conquérir son seul titre de champion de France et qu'elle a fait des joueurs de valeur, mais qu'elle est toujours dans la recherche d'un palmarès. Un peu étonnant d'ailleurs. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du tête-à-tête parce qu'en parallèle, bien sûr, on suit des parties. Il faut savoir qu'il y a le tête-à-tête et le doublette qui se déroulent. Et on va venir bientôt sur le tête-à-tête en présentant un petit peu tous les joueurs. Alors, au niveau du tête-à-tête, des grands absents quand même. Oui, des absences de marque, mais on pense tout de suite à Didier Choupet qui a échoué 2 fois en finale. Oui. 2 fois en finale, une fois ça s'est battu. Voilà. Et l'autre fois face à un des très grands du tête-à-tête, il s'agit du Varois. Eh bien, René Coulon qui détient actuellement le record des titres de champion de France tête-à-tête. À égalité avec Christian Fagineau. Et René Coulon étant absent, c'était l'occasion pour Christian Fagineau, je dirais, de faire la différence. Alors aussi, dans les absents, peut-être quelques joueurs de marque, notamment Bouge qui joue en doublette, là, on va le retrouver tout à l'heure. Qui est qualifié pour la doublette. Donc il y a 2 types de tête-à-tête. Et qui est qualifié donc en compagnie Voilà. C'est un joueur qui est imposant. On voit plus la boule. C'est assez impressionnant. Alors, on passe sur le tête-à-tête, on vient plutôt le terrain. On va voir au fur et à mesure là, Olmos là, qui est en train de marcher, Jean-François Olmos. Vincent Navosier en jaune là qui se baisse, qui a bien donné. Et on va passer au panneau de résultats. Alors là, au niveau des résultats, donc c'est les résultats des huitièmes de finale. Huitièmes de finale qui a quand même quelques parties intéressantes. Quintet et Sagino qui se sont qualifiés. Nervosi face à un très grand Céline, voilà, Delhomme, Robert, Dalmo, et le petit Jacques qu'on va retrouver bien sûr après. Alors là, une partie très intéressante, une partie qui a opposé deux très jeunes. Là, un grand tireur, un grand espoir. Oui. Et tu vas nous décrire un petit peu, Jean-François. Eh bien, il s'agit de Laurent Morillon. Laurent Morillon de la Vienne, de Poitiers. Et c'est un joueur qui était déjà qualifié à Mâcon. Qualifié à Mâcon, oui. Qui malheureusement n'a pu tirer son épingle du jeu à Mâcon. Et là, il est opposé à une super équipe. L'équipe François Gousse, dont on vient de parler, double champion de France tête-à-tête il y a quelques années déjà. Et puis Ville, un grand tireur perpignan. Oui, une très très forte équipe, très chevronnée et très renommée.
entre autres, quand on parle de François Gouge, un spécialiste du tête-à-tête, mais également très très fort en doublette, citons tout de même qu'il a obtenu 2 titres en tête-à-tête, le premier en 72 à Roubaix et le deuxième à Toulouse, c'était en 77. Et c'est un joueur qui fait toujours figure d'épouvantail. Il a une très forte personnalité, une très grosse carrure aussi. Et ces jeunes ont eu beaucoup de mérite. Ils ont monté le parti parce qu'ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait gros jeu. Ils avaient vraiment envie de vaincre. Et on va voir que c'est pas si facile face à des très grands joueurs comme Ville et Ville. Alors Ville. Les petits tirs dans la partie. Un bras simple, mais efficace. Oui, tout à fait. Là, c'est un petit peu l'ancienne méthode. Hein. On a, au niveau des joueurs qui ont, je dirais, un petit peu de bouteille comme ça, un lâcher de bout qui paraît beaucoup plus simple, peut-être moins de rotation, mais vraiment une grande efficacité, et puis on est toujours droit, quoi. Oui. Effectivement, je crois que la différence, c'est quand même la rotation. On corse beaucoup moins le poignet, enfin, on cassait beaucoup moins il y a quelques années. Et maintenant, les tireurs, je dirais, de nouvelle vague, ont un poignet qui se casse énormément, ils donnent beaucoup d'effet à la boule, ce qui fait que souvent, ils font beaucoup plus de carreaux. Hein. Frédéric Duguerreau. Alors, ces deux jours, on peut le dire, un ou deux n'ont pas 21 ans de moyenne, un peu tôt près. Hein. Ah oui, ils sont très jeunes. Voilà. Lui, très sollicité. Recul. Il a fait un parcours assez impressionnant de voiture, on l'a suivi un petit peu pendant ces 2 jours. Et je dirais que François Gouge, bien sûr, qui est un très bon joueur, a là su trouver un partenaire de marque dans le championnat de France. Et il faisait vraiment figure de favori tous les deux. Oui, une grosse équipe que l'on voyait arriver au bout. Alors François Gouge a eu un petit problème de santé là. Bon, il revient actuellement, mais c'est vrai qu'il a eu un petit problème au genou et vous ne le verrez jamais se baisser. Bon, c'est vrai qu'il porte très très bien les boules, mais tout de même il est un petit peu amoindri, ouais, encore. Alors Ville en action, une fois de plus, et la troisième frappe de Ville. Alors là on est dans une même capitale, c'est la même de départ. François Gouge s'apprête à tirer à 5 au palais. Alors, même importante, même décisive, il va tout de suite placer la barre assez haut pour nos deux jeunes Poitvin. Il faut rappeler quand même qu'ils avaient été battus en quart de finale du C7 à Tarbes. Ils l'ont passé par l'équipe Capo Paso Salvador. Et ils avaient d'ailleurs fait la Provence cette année en battant cette même équipe en barrage. Alors voilà, François Gouge a frappé, 5 points dans la musette, et on démarre sur un score quand même assez dur pour ces jeunes de 5 à 0. Toujours cette même régularité de François Gouge. C'est dur pour un jeune quand même au point d'approcher Gouge. Hein. Gouge en plus c'est un personnage, et puis c'est vrai qu'il accroche un petit peu la galerie à lui, qui accroche les regards et la passion du public. Et ce jeune va quand même bien agiter. Duguerreau, il gagne le point, semble-t-il. C'est la donne. Belle donne, on peut le dire. Il a de grands pieds, il écrase bien. Et François, il repasse encore. Bon, disons qu'au niveau de l'arbitrage, réellement, bon, il est un petit peu limite quand même, au niveau de sa donne. C'est-à-dire que c'est peut-être le privilège des anciens. Alors là, il prend mal sa boule, ça le dévie, et il part tout à fait sur le côté. Alors, au niveau du score, donc on est 5 à 0, on ne va pas pouvoir lui faire vivre, je dirais, toutes les mêmes. Il faut savoir que ensuite l'équipe des Poitvin, les deux jeunes Poitvin, va marquer 2 points. Qu'ensuite, ça va être autour des Perpignanais, François Gouge et Michel Gouge vont s'imposer
en passant par un cap de 8-2. Cette partie va être ensuite interrompue par la pluie. Bon, il est environ 18h30. Hein, il est environ 18h30. 18h30 et on voit les nuages. Hein. Les nuages qui déjà commencent à s'amonceler au-dessus des terrains d'Épinal. Gros plan. Les chaussures de Gouze. Alors on voit bien le travail de notre caméra aérienne qui est juste au-dessus du terrain. Un petit peu comme on le fait maintenant sur Canal+ au niveau du billard. On a choisi pour vous donner d'autres plans, d'autres types d'images sur la pétanque, de prendre les joueurs et les boules tout au-dessus du terrain pour voir les effets également. Ça vous permet de découvrir la pétanque sous un autre angle. Alors le jeune Morillon en action. Il a quand même un très beau bras. Hein. C'est pas de chance là, parce que ce coup de bouchon est maléfique. Maléfique évidemment pour les joueurs. Il n'a pas eu tellement de réussite. Non, pas trop de réussite. La réussite a été du côté de Gouze. Et le jeune Morillon, pourtant, va se battre comme un beau diable. C'est un joueur vraiment plein d'avenir. Des spectateurs attentifs derrière. Oui, des spectateurs qui le connaissent bien en plus. Voisin. Voilà, Daniel Voisin, qui a déjà joué, qui a déjà remarqué le talent de Laurent Morillon, qui a déjà joué avec lui en doublette et qui a gagné en plus. Et Christian Fabino. Et Christian Fabino. Et donc, je crois que c'est un tireur qui les intéresse beaucoup. Oui, ils sont très attentifs à ses performances. Voilà. On a parlé d'ailleurs aussi, entre autres, de la participation de Morillon et son intégration à la doublette. Exact. Bon, maintenant que Jean-Luc Amblard est champion de France, évidemment, les données du problème sont totalement nouvelles. Alors, justement, une petite aparté sur le système qui existe actuellement sur la qualification pour les championnats de France, enfin, non pas pour les championnats de France, mais pour les championnats du monde, au niveau des critères. On sait bien sûr que l'équipe Fabino Voisin est associée à Choupet, qualité d'office. Qualité d'office pour les championnats du monde. Il nous reste 2 équipes maintenant à qualifier et la fédération s'occupe de cette qualification. Alors on parle de pas mal de noms. Effectivement, on a avancé différents noms, mais je crois qu'à l'heure actuelle, il est un petit peu prématuré pour pouvoir annoncer des formations. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est que on est dans l'expectative la plus totale. J'aimerais bien aussi un jeune comme Laurent Morillon, moi, avec une séquence solide comme Lucchesi et Coyot. Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Amblard, en étant champion de France, peut très bien assumer aussi ce rôle. Peut très bien gagner une qualification. Voilà. Il a joué le rôle de milieu à Mâcon, hein, le centre Christian Fabino serré, mais en fait, il peut très bien être tireur en tête. Hein. Quoi qu'il en soit, de toute manière, il a toutes les chances d'être qualifié, d'être retenu pour les championnats du monde et d'être dans des formations qui vont être sélectionnées. Oui, il y aura donc 3 équipes françaises. Alors, revenons à notre doublette. Grande concentration de Frédéric Duquerot. Mais il a quand même un petit peu craqué hein, sous la pression de l'équipe Gouze. Et là, on voit là où il vient de reprendre le point, mais sur la fin de partie notamment, il a manqué, disons, un petit peu d'un coup de rein pour y arriver. Encore nos amis Fabino et Voisin qui regardent avec attention cette partie. Alors, on va bientôt quitter cette partie. Il faut savoir que l'équipe France-Gouze s'est imposée sur un score assez dur de 13-7. Et qu'on est en fin d'après-midi le samedi, en fin de journée, et que d'ores et déjà, c'est presque la dernière partie d'ailleurs, qui est en train de se jouer, et qu'on va bientôt retrouver le week-end de finale le lendemain matin, sur le coup des 8 heures, avec la présentation des différentes équipes qui vont apparaître à l'écran. Il y a eu certaines surprises, on va le voir d'ailleurs, en découvrant au fur et à mesure ces équipes à l'écran. Alors un dernier tir de Ville, qui a quand même brillé par sa régularité. Il va se retrouver demain matin en week-end de finale. Et voilà, il est 8 h du matin.
un temps assez dur, il fait assez frais, il y a des flaques d'eau partout. Cette fois, il a plu cette nuit, et donc nous retrouvons ce huitième de finale. Alors, une vue d'ensemble des terrains et tout de suite, Jean-Michel Besson et Jean-Michel Bouillon. un beau béret rouge. Le béret rouge, c'est Besson. Voilà. Et la casquette blanche, donc c'est Bouillon. Alors on voit comment le terrain est détrempé et on voit avec quelles difficultés les joueurs vont, je dirais, opérer sur ce type de terrain. Alors, deuxième équipe. Alors Poisa et Alain Maigret. Alors on peut dire rapidement qu'on a choisi de vous présenter bien sûr ceux qui vont perdre, parce qu'on ne va pas les retrouver après. Loulon, les Fouzères. Voilà. Qui vont perdre contre Barada. Barada, lui, qu'on va suivre bien longtemps, bien sûr. Ouais, on suivra très longtemps Barada. Il est à droite là. Voilà, il est en noir et au fond, donc le Dantec en vert, très jeune, qui est en train de pointer. On voit la superbe pointe. Autre huitième de finale, Dedo Rodolphe Domard du 92, associé à Serge Godin. Et on arrive pour la dernière mène, ils viennent de perdre sur le score de 13-2, oui, face à une équipe de Loire-Atlantique, Didier Saucier et donc Robin. Nous avons fait tous nos résultats en 89 puisque nous étions tous finalistes corporatifs, 89. Quart de finaliste à Mâcon il y a 8 jours. Et aujourd'hui nous sommes quart de finaliste. Donc c'est la belle année. Ah oui, c'est exceptionnel. C'est l'année de la réussite. Jacques Robion, 22 ans. 22 ans, plus 23 ans, bon, plusieurs participations au championnat de France. 7. 7. Ah bah oui. Deux junior Oui. et le reste c'est en senior. Ah bon, alors quasiment chaque année en fait. Non, parce que cette année j'en ai pris 3. Ah oui. Pour moi j'étais en 85, Ouais. et en 80 et en 81. Bon. Et au niveau de l'équipe avec Didier Chausse-Pied, c'est nouveau, C'est nouveau, oui. c'est la première La année. première année qu'on joue ensemble. Autre huitième de finale, Fabrice et Alain Gers, Charente-Maritime, contre Tréméa et l'Oscar Thalès des Pyrénées-Atlantiques. Une partie qui tourne en faveur de Tréméa. On va le faire Gers là, hein. Très grand joueur qui est champion de France corporatif. Oui, double titre. Il joue très souvent avec ses fils, hein, en famille. Et puis là, donc, une petite surprise, Daniel Marchand. Alors, Daniel Marchand à gauche, la moustache, et Fabien Moret, qui était opposé donc à une équipe de la Réunion, Shensu, et qui va véritablement créer une grosse surprise. Et puisque la Réunion va s'imposer. Alors là, Jean-Guillaume, Jean-Guillaume et Jean-Pierre Naringui. là, Jean-Pierre Maragui dans le rond, en train de pointer. Alors ils ont subi la loi des Parisiens, des jeunes Parisiens. L'équipe des Yvelines, celle de Pomarès, Christophe Pomarès, Portas et Thierry Attendie de la Martinique contre Lozano. Alors ils vont s'incliner, mais enfin il faut signaler la belle prestation des dom-toms en général. Deux lors équipes qualifiées. de ces championnats, hein, quand même. C'est un fait important. Mais ils perdront contre Lozano. Alors résultat donc, Shensu qui se qualifie, et là c'est une grosse surprise, Tréméa qui passe passagère, Pomarès donc, Lozano Face qui à élimine Portas. les Martiniquais, Chausse-Pied, la Loire-Atlantique qualifiée, Barada, Gouges et puis Valade. Voilà, et Loulon qui disparaît du tableau. Et Loulon qui part. Actuellement au stade de la compétition, Quintet, Fasino apparaissent comme toujours les grands favoris. De ceux qu'on peut connaître, Patrick, je pense que Mais il est en doublette. Gouges aussi qui était un spécialiste, aussi du Gouges qui est un grand tête-à-tête. spécialiste. oui. Bon, il y a quand même Fasino qui est quand même le number one au niveau du tête-à-tête. Il y a Quintet qui est apparu l'année dernière qui a fait une grosse impression. Moi j'ai perdu contre lui dans les poules à Brest, j'en ai essuyé les places. Et puis voilà, donc il y a peut-être aussi un inconnu qui va surgir de... Il y a aussi quand même un garçon qu'il faut citer qui nous tient à cœur, c'est Jean-Pierre Vattiez. Jean-Pierre Qui Vattiez, est, le un, Parisien. qui est un garçon qui fait toujours des résultats au niveau de l'Île-de-France et qui pointe toujours son nez dans les quarts et demi-finales au championnat de France. Alors il est 10h du matin, les quarts de finale doublette et tête-à-tête se disputent. Tout de suite, Rouquier. Un Rouquier opposé à Fasino. Alors c'était une belle partie, hein. Une belle partie, très accrochée. Et un Rouquier vraiment imperturbable qui a fait une grosse sensation. On peut dire simplement quelques mots sur Claude Ralluy et Patrick Sabas, ce sont deux joueurs parisiens. Claude Ralluy qui était un grand joueur il y a quelques années, il revient un petit peu au top maintenant, et Patrick Sabas qui est toujours un grand espoir, je dirais. Il n'a pas encore pu confirmer totalement, bien qu'il a de nombreuses accusations de championnat de France. Oui,
Oui, qu'il demeure au niveau parisien vraiment tête de série très importante. Alors, Jean-Pierre Vaquiez. Jean-Pierre Vaquiez face à François Dulatour, de la Nièvre. Alors voilà, tout de suite, on voit quelles sont les qualités fondamentales de Jean-Pierre. Ah oui, il donne le ton immédiatement. Le bouchon, objectif bouchon. Alors en plus, ce terrain très mouillé l'avantageait parce qu'il envoie très bien les billes, faut le dire. Oui, puis le tir est difficile là. Voilà. Alors le jeune François Dulatour, qui ne se laisse pas démonter, mais qui malheureusement pour lui avait affaire à grand Jean-Pierre Vaquiez. Un Jean-Pierre Vaquiez qui va pointer remarquablement de bout en bout, de la partie et du championnat. Alors c'est vrai que c'est un garçon qui participe régulièrement au championnat de France, quasiment, et qu'il n'a pas l'air, disons, d'être très brillant, très spectaculaire. C'est par contre un grand spécialiste du tête à tête. Oui, puisqu'il a déjà été demi-finaliste, ne l'oublions pas. Alors là, on arrive sur les parties du double qui se déroulent également. Jacques Locher-Thalès. Locher-Thalès et Jean-Michel Prévéra, des joueurs des Pyrénées-Atlantiques. Face aux Parisiens, des Yvelines, Olivier Dorigny, là dans le rond. Jeune espoir, lui aussi. Hein. Dorigny et Pomarez. Alors là, Jean-Michel Prévéra, donc le partenaire de Jacques Locher-Thalès. Alors on peut le dire, ces jeunes Parisiens, Christophe Pomarez et Dorigny, malgré toute leur grande qualité, n'ont pu résister à l'équipe première de Locher-Thalès. On peut même dire qu'ils ont un peu déçu, parce qu'on attendait davantage d'eux, et ils ont vraiment perdu la partie au point. Alors, la grande surprise, la Réunion. C'est ici de la Réunion, et on va voir les qualités de frappe qui sont opposées à une équipe combattue très longtemps, bien sûr, c'est l'équipe de Lozano et de Chaplan qui est ici dans le monde, une équipe jeune et sympathique. Et on va voir une belle main d'ailleurs, une belle main de frappe. Délicat mais efficace. Et cette équipe Lozano était très supportée. On a eu l'occasion de voir que dans les tribunes, il y avait vraiment des supporters, je dirais, très très efficaces. Et parfois inconditionnels. Parfois inconditionnels. Lozano qui pointe. Alors on sait que Lozano est aussi un très grand tireur. Il a commencé d'ailleurs avant toute chose comme tireur. Oui. Et là il a fait preuve dans ce championnat d'une grande qualité, non pas nouvelle, bon, ça réussit de santé, mais quand même, il a fait très intéressant et je suppose que c'est un joueur qui a 20 ans, à peine 20 ans, hein, qui est très complet. Voilà. Et voilà, encore une nouvelle frappe. L'équipe de la Réunion qui a très très bien résisté. Hein. Alors on voit le panneau de score gauche aussi entre temps, 2-6. Et nous revenons sur le tête-à-tête, phare de ce quart de finale, Christian Favino et donc le Toulousain Routier. Alors nous sommes dans la dernière laine, on peut le dire. En parallèle, on voit l'équipe Gouges et Ville qui est opposée à Didier Chausse-Pied. Et donc François Gouges, toujours présent, on le voit actuellement en train de se passer dans les mains, disons, pour, je pense, avoir la boule qui lui colle un petit peu plus avec cette humidité. En fait, les boules sont quand même très différentes. Robion et Chausse-Pied. Alors, une équipe très sympathique, hein, on les a eu tout à l'heure au niveau de très sympathique. C'est vraiment, je dirais, plaisant de voir des jeunes comme ça qui symbolisent vraiment l'avenir de la pétanque. C'est très efficace, il était déjà présent dans le carré d'honneur à Mâcon. Voilà, ils ont été un peu mal menés parce qu'on a vu le panneau de score 12-6, bon, il n'y a pas de secret, ils vont perdre le quart de finale, mais il faut quand même signaler que ce sont des joueurs qui, à mon avis, dans les prochaines années, vont quand même toujours être en tête du tableau. Des conditions particulièrement difficiles. Pour tirer là. Alors voilà, on revient sur Routier. Deuxième boule donc pointée. Routier reprend le point. Favino à 2 boules. On est, il faut le signaler quand même, 12-12. Donc on est
un tournant décisif de cette partie, et Fasino n'est pas au mieux de sa forme. Hein, non, Fasino n'est pas le super Fasino que l'on avait remarqué, je dirais, la semaine dernière. Il faut même signaler que dans la journée d'hier, samedi, il a failli perdre, aussi à 12, hein, qui s'en est tiré bien, je dirais, à son avantage. Alors le public qui est venu de plus en plus nombreux parce que le soleil est revenu, hein, faut bien le dire. Et dans les gradins, Quintet, oui, Philippe Quintet, parce que alors là c'est la grosse surprise de ce quart de finale, Philippe qui est éliminé par un Gersois qui fait une partie brillante contre lui, et Philippe qui ne marque pas, éliminé 13 à 0. 13 à 0, très sévère quand même. Oui, très sévère pour lui. Alors, 12 à 12, Christian Fasino au rond, 2 boules en main. Il joue son titre, éventuel de champion de France, là. C'est un moment, en fin de compte, capital. Le public, on le voit, est très calme. Regarde avec attention ce qui va se passer. Il y a d'autres parties, bien sûr, comme les chaussées, voilà, comme doublette qui se poursuivent en parallèle, mais à ce moment précis, tous les regards sont rivés, bien sûr, sur Christian Fasino, qui est très accroché à 12 à 12 et qui peut très bien perdre. Alors voilà, il se concentre. Il prend beaucoup plus de temps que d'habitude pour tirer, hein, d'ailleurs. Il frappe. Frappe très important parce que là il est en retard de boule et donc voilà. Pas droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur, et donc maintenant ça va être l'instant de vérité, l'instant décisif. Que va faire ce jeune routier? Alors il se concentre, on regarde le terrain, il a encore 2 boules en main. Et une boule chez Fasino. Voilà, 12 à 12, toujours. Et juste derrière Routier, on voit Daniel Voisin assis à côté de Lanari. Alors Mario Lanari, qui a été champion de France doublette à Lons-le-Saunier, en jeu provençal, et qui s'était imposé face à un très grand joueur. Face à un monument des boules et du jeu provençal, le grand Benoît Godin. Voilà. Alors en plus, il est très sympathique, hein, Mario. C'est un commentateur des boules fabuleux. Alors Routier au point, grande détermination, grande concentration. Elle pèse lourd, cette boule. Elle pèse lourd, elle arrive, et très beau point de Routier. Alors, une boule pour Christian, Fasino, et une boule pour Routier. L'instant de vérité. 12-12. L'instant de vérité pour une place en demi-finale cet après-midi. Je vous rappelle qu'il est environ midi moins le quart, et que c'est maintenant que ça va se jouer. Alors, que va choisir Christian? Le point ou le tir? Déjà, il tire, c'est pour ne pas perdre. Tout à fait. Avoir une chance de ne pas perdre. Exact. Parce qu'encore faut-il que Routier ne rentre pas. On voit Mario, là, sur le coin gauche de l'écran, qui commente avec Daniel Voisin. Un peu inquiet, Daniel. Mais très inquiet, même, je peux le dire, très inquiet. Alors, toujours à côté, en simultané, bien sûr, la partie François Gouge et Ville contre Chausse-Pied et Robion. Ah oui, il est très inquiet, on voit. Là, il est assis dans le fauteuil, là, il est très inquiet. S'il pouvait se mordre les doigts, je crois qu'il ferait les plaisirs de Daniel Voisin. Et Christian Normand. Il tire. Il tire, il a choisi le tir. Une boule capitale, une boule pour ne pas perdre, une boule peut-être pour la demi-finale. Bien tiré. Alors le public qui applaudit. Christian qui me tape du pied. Ah oui, parce qu'il a peur. Il a peur parce que, d'accord, il a posé une première boule, et là il fait la prière, il peut la faire, parce que le jeune routier a quand même 60 cm pour ajouter le point. Et là, il peut essayer parce que Routier jusqu'à présent c'est très bien défendu, très bien tenté. Alors là, les boules repassent en mémoire dans la tête de Christian. Je refuse faire ça à ce moment-là, je refuse faire ça. C'est dur d'attendre. C'est dur d'attendre et c'est dur de jouer, parce que Routier se fait énormément de soucis. C'est la place en demi-finale, et surtout aussi
la fabuleuse aventure de pouvoir dire je me suis qualifié en battant Christian Fazino, le plus grand spécialiste actuel du tête à tête. Donc c'est quand même une boule qui pèse très lourd. Très très lourd dans la main cette boule. C'est parti. C'est parti, elle roule cette boule. Oh là, elle va bien, elle va bien, elle va bien. Non, elle sort, elle sort. Et elle sort. Ça y est. Oh là là. Par la petite porte, mais bon, bah, il n'y a pas de petite grande porte. Il l'a gagné quand même. Bravo Clément et surtout bravo à Rousseau pour cette prestation. Oh là là, Rousseau complètement abattu. Grosse déception quand même. Très grosse déception. Bien, on retourne dans cette partie qui se termine entre Gouges et Chauffier. Voilà Didier Chauffier dans le rond. 2 à 6. Ah, Waterpolo ou pétanque? oui, on se demande. Alors, c'est la dernière boule de Didier Chauffier. On regarde. Est-il rentré, pas rentré? S'il n'est pas rentré, il faut le dire tout de suite. Ils ont perdu. L'arbitre, donc, mesure. C'est l'AGR, c'est un arbitre de l'Île-de-France. Ah voilà, il se serre la main, donc Didier Chauffier malheureusement n'a pu rentrer et c'est donc l'équipe Gouges et Lille qui se qualifie pour cet après-midi pour les demi-finales. Résultat de ces quarts de finale doublette, Baradazi, Scania, Lozano s'impose sur l'équipe Balade, Chauffier, Pomarès et Sensi. Alors qu'en tête à tête, Nervosi et Sass-Robert, Favino se qualifie devant Rouquier, Valdiez de la Tour et de Lons face à Quintet sur un score sans appel. Et maintenant, Vincent Nervosi, Michael. En sortie de poule, je gagne 13 à 12 contre un bon joueur de Charente. Ça se tenait, j'aurais pu perdre comme gagner. Bon, bah, ça s'est bien passé. À la deuxième partie après les poules, j'ai dû prendre un gars du Doubs, très bon joueur. Frachebois, je crois. Pareil, ça se tenait. Bon, bah, j'ai gagné 13 à 8 contre lui. J'ai eu un peu plus de réussite. Et la dernière du soir, j'ai joué contre Fony. Tiffany, un grand espoir, hein, un gars qui doit avoir 22-23 ans, je pense que... Tu connaissais déjà? Oui, que je connaissais, il doit être de Nice, je crois. Et c'est un très bon joueur. Très bon joueur, j'ai gagné 13 à 10. Bon, il a fait une erreur de jeu l'avant-dernière même, j'en ai profité. Mais c'est un bon joueur. Alors nous voici dimanche après-midi, 14h30. Et demi-finale, doublette et tête-à-tête qui se joue en parallèle. Alors, première demi-finale à l'écran avec François Gouges et Michel Ville, les Perpignanais opposés à Lozano, André Lozano et Wilfried Chaplin. Alors on peut tout de suite dire que c'est la partie phare de ces demi-finales doublette, car il semble que les vainqueurs de cette demi-finale ont de grandes chances de remporter le titre. Alors, Wilfried Chaplin de dos, au point. On sait que c'est le tireur de Lozano, mais on nous trouve également qu'il peut très bien jouer. Alors nous sommes dans la première main. Ils viennent de marquer 2 points, l'équipe Lozano. Ils mènent donc 2 à 0 face à Gouges et Lille. Deuxième main qui va être assez spectaculaire aussi. Voilà. Chaleur de Chacun. Toujours les grandes enjambées de notre ami Gouges. Petite soufflette dans les mains. Voilà. Mais c'est beau, hein, la chaleur est revenue. Un ciel un petit peu encore nuageux, mais enfin bon, c'est tout à fait correct comme temps pour jouer. Voilà, une belle demi-donnée, et voilà. Belle reprise de François. Et deuxième carreau. C'est quelqu'un qui ne fait vraiment pas de détails. Lui, il est donc obligé de pointer pour limiter un peu la casse. Il pointe bien. Il laisse qu'un point en fin de compte à l'équipe Lozano, mais on va voir tout de suite. On va voir tout de suite que Chaplin a donc un très joli coup à exécuter là. Voilà, il frappe déjà à 3 au carreau. Il ne fait pas le carreau. Donc, derrière, nous avons le jeune Lozano, 2 boules en main.
Ah oui, Lozano encore 2 boules. Tout à fait. Ils ont 2 points par terre. 2 points par terre, 2 boules en main. Là, c'est la grosse mène. Alors nous sommes sur le score de 2-0 pour l'instant. Il y a de grandes chances que l'on parte a priori sur le score de 6-0. On va voir. Si Lozano ne tombe pas mal ou... Oui, facile. C'est le bon coup, hein. D'entrer 6-0 face à Gouges, c'est la bonne opération. Oui, parce que effectivement, il ne faut surtout pas que l'équipe Gouges se met un peu d'oxygène, il faut surtout les prendre dans la gorge et se font très bien les deux jeunes. Alors, nous passons maintenant dans une autre mène. Nous sommes pour l'instant sur le score de 8-1. 8-1, c'est-à-dire que Lozano a encore engrangé 2 points, mais l'équipe Gouges a quand même marqué 1 point. Alors, 8-1, disons que ça commence à être un peu grave pour François Gouges. Hein. Il va falloir se réveiller quand même. Ville qui l'accompagne des yeux, la boule. Ah oui, il est omniprésent sur le terrain, Ville. Alors, belle reprise, je dirais, de François. Alors là, les Perpignanais sont en train de remonter sérieusement. Tout à fait. Voilà encore un deuxième point de François Gouges qui est engrangé. On ramasse le boule avec celui qui était resté, ça fait 3 points et on passe sur le score de 8-4. 8-4, comme l'indique le tableau de marque avec cette jolie petite spectatrice. Ici, les parties est intérêt. 8-4, donc là, bon, on revient un petit peu dans le jeu. Alors, on va encore repasser à une autre phase importante de cette demi-finale. On est sur le score de 9-11. 9-11, et il semble que l'avantage ne soit pas donc en faveur des Perpignanais, là. Ah oui, ils sont un petit peu malmenés, mais pourtant ils ont bien un coup de bien, ils reviennent bien. Lozano et Chaperon commencent un peu à se poser des questions. Il ne reste plus que 2 boules chez Ville, et puis il faut surtout pas de tout parce que sinon c'est dramatique parce que on perd apparemment. Alors que va faire Ville, monsieur va tirer, 2 boules en main. Il faut savoir qu'on est à 9-11 et s'il fait un coup, il a perdu. C'est mieux que mieux qu'un coup, si vous voulez, un super de palette. Alors il reste 2 boules chez Chaperon. 2 boules chez Chaperon pour qui est faire 13. Alors Chaperon, donc vous allez le voir, va très bien pointer. Vous ne verrez pas le tir de Michel Ville parce que nous sommes passés sur une autre partie à ce moment-là. On peut vous dire que Michel Ville a tiré et que Chaperon regagnera sa dernière boule. Donc on passe maintenant dans cette mène décisive à 9-12, 12 pour le Lozano, voilà le panneau, et 9 pour l'équipe 12. Très soudé, hein, comme ça, ces deux hommes. Ouais, c'est ce qui les a un petit peu sauvés parce que la partie a duré assez longtemps et bon, il était à craindre que dans une partie comme ça qui se tente, qui devient très dure, bon, les Perpignanais avec leur nerf, je dirais, d'acier, très très fort et très résistant, qui avaient entamé une excellente remontée, finalement ne prennent le dessus. Et ils se sont retrouvés complètement, les deux jeunes. Là. Et en plus, ça fait pas très longtemps qu'ils ont ça, en fait. Hein, il faut savoir que c'est quasiment leur premier, enfin c'est pas quasiment, c'est leur premier championnat de France ensemble. Et que pour une équipe aussi jeune, c'est bien de résister à des vieux bricards comme Gouges et Ville. Alors Gouges au tir. Voilà. François qui tire bien. Parce qu'ils ont tourné à ce moment-là. Hein. C'est François qui tire tête là. Ils viennent de tourner, effectivement, il y a 2 mènes. Non pas parce que Ville tirait mal, mais ils essaient de trouver quelque chose pour oui, ils veulent trouver la solution, et la solution qu'ils ont imaginée, c'est l'attaque. C'est l'attaque, c'est-à-dire, bon, on sait que Ville tire pas bien, donc on va faire tirer François devant, et si on a le bonheur d'en faire 4 fois ou 4 à la frappe, eh bien, il faut signaler que le terrain est très dur, hein, on est dans le cadre, le terrain est un peu plus dur que
que sur les terrains annexes, et on peut très bien faire la différence au tir. Alors André Lozano qui reprend encore une fois de plus le point. Zemmour. Oui, Zemmour, c'est ça. On va voir si effectivement il peut également au championnat de France. Alors là, on arrête l'attaque. Voilà, François Rouge pointe, reprend le point. Alors nous sommes toujours à 12 à 9. Chapelan au tir. Chapelan au tir. Voilà. Ah, il a failli avoir le compte. Hein. Failli avoir le compte sur sa boule. Alors là, Oui, ça peut être grave. belle. Hein. Ça peut être très grave quand même parce qu'il lui restait plus que 2 boules, 3 chez Ville et point par terre chez Ville. Ça peut être le tournant de la partie. Bon, alors réussi très bien. Alors Ville pointe. Il reste 2 boules en main à Ville. Il y en a 2 chez Chaplin. On est bien d'accord. Point par terre pour Ville. Donc avantage Perpignan. Hein. A priori, avantage Perpignan sans aucune discussion. Même si le jeune Chaplin reprend 2 fois le point, eh bien, donc Ville a 2 boules à tirer. On est à 6,57 mètres, bon, donc théoriquement pas de risque. Mais enfin, bon, par contre, Ville joue pour 4 points, Chaplin joue que pour 1 point. Alors là, ça peut jouer. Voilà, belle reprise de Chaplin. Il faut toujours la pression sur Ville, là, parce que là, il tire nous pour ne pas perdre. Hein, exact. On met son petit dans sa poche. On n'a rien bien, cette boule. Non, le droit n'a pas tremblé. Le droit n'a pas tremblé et François, là, pas inquiet quand même. Tellement inquiet d'ailleurs qu'il va un peu vers le spectateur de marque d'ailleurs, que l'on découvre ici, Christian Favino, avec Azir, le champion de France junior, hein, et champion de France junior. Et puis on s'explique là. Tu aurais dû faire ça, non, tu aurais peut-être dû tirer à ce moment-là. Rouge inquiet quand même. Délicat toujours, mais inquiet. Chaplin repointe. Imperturbable. Il le repointe. Chaplin a fait le point. Boule de match. On peut le dire, 13 par terre, une boule chez Ville, instant de vérité. Instant de vérité, malheureusement. Et ce sont les Lyonnais qui rentrent en finale. Et donc ils s'imposent finalement sur le score de 13 à 9. Il y a le cœur un peu gros, Ville. Hein. Oui, quand même. Alors, on repasse maintenant sur l'autre demi-finale doublette qui opposait à André Barada et David Le Dantec, qui sont des joueurs des Côtes du Nord. Voilà, Barada qu'on découvre à l'écran là qui arrive en blanc et le Serpalès avec la casquette qui sort de l'écran. C'est l'homme à la gafette. Voilà. Il y a eu beaucoup de casquettes dans ce championnat. C'est vrai, c'est un peu nouveau. Barada au tir. On voit que c'est quand même les conditions de tir sont dures. Hein. Il est quasiment au pied et il la pousse simplement de 45 cm. Alors le jeune Le Dantec, il faut savoir que Le Dantec a 17 ans. Hein. Oui, c'est un junior surclassé. Junior surclassé, c'est quand même surprenant. Et là, il est actuellement au point. Le Serpalès qui reprend. C'est une partie dont le rythme a été assez lent au départ. Hein. Plus que lent, faut dire. Un petit peu difficile à supporter même parfois. Les joueurs qui ont pris tout leur temps. Barada. Deuxième frappe de Barada. Alors, il faut situer quand même la mène que l'on a choisi de vous présenter. Nous sommes actuellement sur le score de 2 à 0 pour l'équipe Le Dantec Barada. Et l'équipe en vert, Jacques Le Serpalès et Michel Tremer, donc, est menée et va marquer 2 points sur cette ligne-là et passer sur le score de 2 à 2. Un coup heureux là, sur ce tir de Barada. Tremer au tir. Arrête. Belle frappe. Et on revient dans une nouvelle mène, on est au score de 10 à 10. On voit le jeune Le Dantec là qui a son nom de la partie avec un magnifique palais à tout.
Et donc cette partie dure depuis plus de 2 heures, on peut le dire, c'est-à-dire depuis plus de 2 heures. Alors, il reste une boule chez Trenéa. Voilà, il frappe. Les Guyanais. Un spectateur. Oui, un spectateur. Mesure du point. On a sorti les pliants. Ah oui, le soleil. Et voilà la boule qui arrive, qui roule. Et voilà, c'est une boule capitale, je dirais, de Barada. Et voilà. Le score, disons, de 3 points qui viennent de s'inscrire en plus de 10 précédents. Et qui gagne sur le score de la vie. Alors maintenant, on va s'intéresser au tête à tête. Alors, tête à tête, et on arrive dans la même où Christian Favino, On rencontre Vincent Nervosi Vincent Nervosi, et nous sommes actuellement sur le score, François, de 0 à 2. 0 à 2. Donc Vincent Nervosi est bien parti, il a 2 à 0. Et il y a un Christian Favino, bon, qui... c'est pas un très gros lot, quand même. C'est pas encore, on se demande si... il va vraiment, je dirais, s'imposer facilement, et il n'est pas au mieux. Il n'est pas au mieux. Non, on l'avait jugé comme irrésistible, et puis vraiment, il faisait figure d'épouvantail par rapport à tout. Alors là, il rajoute 2 points, et on passe sur le score de 2 à 2. Alors, autre même, on le voit là avec le panneau 7 à 5 en faveur de Favino. La partie très équilibrée, on est en milieu de partie en fait. Le score a été de 5-3 et de 7-3 pour Favino. Vincent Nervosi est revenu à 7-5, et puis ensuite, Jean-François, on va voir que la partie reste un petit peu serrée, mais quand même, Christian va se détacher. Oui, et puis donc on les retrouve ensuite sur le score de 10 à 8 en faveur de Christian Favino. Voilà, on est sur le score de 10 à 5. On va laisser Vincent pointer sa boule. Et il faut savoir que la main suivante sera donc en faveur de Favino, qui marquera 2 points, 10 à 5. Et puis Vincent Nervosi marquera 2 autres points, 10 à 7. Et après cette boule de Vincent, on va passer à la dernière même sur le score de 10 à 8, 10 en faveur de Favino. Nervosi qui aura bien pointé dans l'ensemble, mais qui aura manqué un petit peu de tir. Et il a dit lui-même, il appréhendait un peu d'aller tirer. Il a joué un petit peu trop sur la défensive. On le voit d'ailleurs encore sur cette même. Au lieu de tirer, bon, il pouvait avoir le compte, c'est vrai. Mais donc il repointe une deuxième fois, il le perd. Donc il reste qu'une seule boule en main, 2 boules chez Favino. Le score, je vous le rappelle, 10 en faveur de Favino, 8 en faveur de Nervosi. L'écart n'est pas énorme, tout est encore jouable. Tout est jouable, mais là il est dans une situation très difficile. Oui, d'accord, parce qu'effectivement il a choisi encore le point. Et voilà, Vincent pointe, il le gagne. Il le gagne, 2 boules chez Christian. Alors lui, choisit le tir. Bon, il peut même avoir un déplacement favorable des bouchons, c'est un peu difficile d'exploiter. Ah oui, super de carreau de Christian. Carreau très important là, parce qu'il donne 2 points à Christian. Capital, oui, comme nous rappelle le panneau, 10 et 2, 12. Christian n'a plus qu'un point à rajouter pour être en finale du championnat de France. Et ça y est, c'est fait. C'est fait, Favino en finale. J'allais dire comme prévu, parce que c'est vrai que tout le monde l'a combat. Vincent Nervosi, donc, il pouvait tirer quand même sa carte niveau, mais il n'a peut-être pas pu prendre suffisamment sa chance. Delon, le Gersois Delon, Gérard. C'est lui qui vient d'éliminer Quintet. Voilà, c'est lui qui a fait vraiment sensation, parce que 13-0 à Quintet, champion de France, il fallait le faire. Et on le retrouve en demi-finale du tête-à-tête face au croqueur de bouchon, voilà. Jean-Pierre Vaquier. C'est pas la croqueuse du diamant. Et alors, au stade de la partie, nous sommes à 11 pour Vaquier, 9 pour Delon. Jean-Pierre Vaquier aussi, on voit que quand même, bon,
D'accord, c'est pas capable de bouchon, mais enfin il est capable de pousser sans aucun problème sa boule. Ah, il a très bien tiré, il a peu tiré, mais très très bien tiré. Très bon pourcentage de récupération, c'est vrai qu'il a peu tiré, mais je pense qu'on peut créditer d'un 8 à 9 sur 10 sans problème de moyenne. Ah oui, sûrement. Alors, c'est toujours un peu plus bas, toujours réduit. De long au tir. Je baisse beaucoup. Ouais. Voilà, mais un peu court. Alors là, ça pardonne pas, le terrain est quand même très dur, ça y est, ça a accroché. Alors 9 pour de long, 11 pour Vatiev. Et gagne 2 points. Et de long marque 1 point. Et on est sur le score de 10 à 11. Alors 10 à 11, même capitale. Je vous dis tout de suite, c'est la même décisive. La boule de gagne peut-être? C'est la boule de gagne, effectivement, qu'on souhaitait vous montrer. Et voilà, Jean-Pierre Vatiev donc se qualifie pour la finale. Il est content, Vatiev. Ah oui, très heureux, très heureux. On va bien voir un petit sourire là. Et un petit sourire, voilà. Alors, monsieur Henri Bernard, vous êtes, disons, un fidèle maintenant, je crois, d'Épinal, parce que cela fait plusieurs fois que la pétanque est présente à Épinal. Oui, ça fait la troisième fois, puisque la première fois nous sommes venus en 1964, ça fait donc 25 ans, c'est un anniversaire. Ensuite, en 1986, pour les championnats du monde, le championnat organisé de façon magnifique a été un succès. Et en 89, pour ce championnat de France de doublette et championnat de France tête à tête, qui est aussi, j'ajoute, qui est aussi un succès. Alors, je crois que si vous revenez avec autant de plaisir à Épinal, il doit y avoir des raisons. Ben, les raisons, c'est que d'abord, on y est bien reçu. Ensuite, que l'organisation est parfaite, qu'on a une municipalité très ouverte et très près de nous, qui aide au maximum le comité départemental des Vosges pour organiser des compétitions d'envergure nationale et internationale. On ne peut pas, à ce moment-là, lorsqu'on a une candidature qui est proposée, dire non. Alors, je vais poser maintenant une question à M. Duc, qui est le président du comité départemental des Vosges et l'organisateur de cette manifestation. Vous êtes satisfait? Je suis très, très satisfait, étant donné que je pense que depuis hier matin, nous avons connu un public considérable. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer à le voir assister jusqu'aux parties finales. Alors, je crois que la municipalité fait beaucoup pour vous aider. Et à ce niveau-là, elle est votre partenaire indispensable dans cette organisation. Ah, je pense que oui, car sans elle, on ne pourrait absolument rien faire. Et notre partenaire, qui est donc la municipalité, nous aide au maximum et nous en sommes très très satisfaits. Alors, Monsieur Philippe Seguin, donc vous êtes avec le président de la Fédération nationale et même internationale de pétanque, Monsieur Henri Bernard, avec Monsieur Duc que vous connaissez bien. À votre avis, cette compétition symbolise peut-être un avenir encore plus grand dans l'Est de la France pour la pétanque? Oui, certainement, et un avenir d'autant plus fort qu'il y a un très beau passé. Parce que la pétanque est ici chez elle depuis des années et des années, et elle ne demande qu'à croître et à se développer. Et à cet égard, nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu seconder les efforts du comité des Vosges, organisateur de cette compétition. Et si M. Bernard, si le président Bernard et le président Duc sont contents, la ville d'Épinal est contente. Alors nous voici maintenant en finale du tête à tête. On arrive sur la mène où Vatiev mène sur le score de 4 à 1. En parallèle, on voit que l'équipe Barada, l'équipe de doublette, est sur le score de 2 à 1. Donc Vatiev mène pour l'instant. Super le point de Vatiev. Et tout ça terminé, donc sollicité pour ce. Alors là, on va voir une superbe mène dans ce soir. Oui, une superbe main, puisque donc Favino au tir, et puis concentration de Christian. Et le bouchon qui roule et qui va à 17 mètres. Très très longue distance donc. Favino qui pointe. Alors il est un petit peu court, Favino. Il reprend le point de justesse. Il faut savoir qu'en parallèle, on voit le score d'ailleurs de 2 à 1 dans le repos de la partie de Barada. Et
superbe reprise. On vient de voir passer immédiatement devant nous. De Jean-Pierre Vaquiez. Alors à 17 mètres, un pont à 30 quand même, c'est déjà des grands airs. Et du grand air, et Christian va se concentrer longuement et distiller un coup dont il reste très. Alors Jean-Pierre Vaquiez a attaqué tout de suite dans un jeu assez fort. Hein. Il n'a pas laissé Fagino aux commandes. Non, mais il faut... laissons jouer Fagino. On va les tirs de fait. Oui. Alors là, c'est assez surprenant. À 17 mètres, Christian Fagino arrive, il va reprendre un point à 30 cm. Petit coup d'œil de Vaquiez vers Fagino en lui disant bien joué parce que on sent qu'il y a beaucoup de compréhension et d'admiration chez ces deux hommes. C'est vrai. Ça vous fait un appréciation. Elle est bien, cette boule. Elle est même prête, elle est même superbe. Là, Condoléances. Il marque un point, simplement. Sachez qu'elle a une histoire, cette casquette, puisque c'est son fils qui lui a offert pour le championnat, en lui demandant surtout de ne pas la quitter. Ça lui porte chance. Et il ne la quitte pas et ça lui porte chance. Contre Fagino à le contre, il est en difficulté sur cette même. Fagino en contre, oui. Et Vaquiez, Jean-Pierre Vaquiez se prépare. En attendant que Fagino joue cette dernière boule, alors Jean-Pierre Vaquiez a 2 points par paire. Fagino reprend. Nous sommes à 5 à 1. Et une boule en main. Jean-Pierre Vaquiez au tir. Il la frappe. Frappe avec efficacité comme d'habitude et rajoute 2 points. Un petit clin d'œil avec un gamin... un spectateur déchaîné. Déchaîné, c'est le cas de le dire. Et là, on passe donc dans la même suivante. Nous sommes sur le score de 7 à 1. Donc, Christian Fagino a déjà joué 2 fois. Jean-Pierre Vaquiez joue sa dernière boule. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Fagino saute de joie. Saute de joie parce que Jean-Pierre Vaquiez vient de lui donner son 2e point. Et il porte donc le score à 7 à 2. 7 à 2. Alors, nous sommes dans cette même 7 à 2. Moi, ça devient une habitude. On n'est plus étonné avec la pièce. Alors là, la partie du terrain, on le voit avec la différence de teinte, c'est un terrain très très sec, hyper dur. Et il n'y a pas de secret, là, il faut être dans la boule pour qu'elle parte. Hein. Il est long, Fagino. Hein. Ah, oui. Il est même très long, il se reprend. C'est pas le Fagino aussi confiant qu'on a vu ces derniers mois. Voilà, un trou juste devant, bien tiré, mais un trou quand même. Et là, on va voir par contre Jean-Pierre Vaquiez, toujours au tir, pour engranger un point de plus, voilà, et il frappe, et il rajoute 2 points. Et le score commence quand même à être important, on voit Fagino inquiet, 9 à 2, on est 9 à 2. Ah ouais, Fagino très inquiet, mais enfin il faut tout de même savoir que Vaquiez n'est pas un inconnu et que déjà en tête à tête il a réalisé de grandes performances, notamment en demi-finale en 80 à Perpignan. Il n'avait perdu que contre le grand René Coulon, qui lui-même avait été champion de France à l'époque. Super sauté, les Fagino. Super sauté. Alors, on va voir une petite anecdote. Disons que là, on est dans une main où Fagino a encore une boule en main, mais avec quasiment impossibilité de marquer. On est 10 à 5 dans cette main. Là, non, je ne peux pas jouer. Hein. Christian, là, vraiment, non, je ne peux pas jouer. Il a cherché sa boule. Jean-Pierre s'amuse. Moi, je n'ai jamais vu Fagino dans cet état. À la fois décontracté et puis ayant des difficultés à jouer. Oui. Je ne sais pas si ça lui a pas joué un peu. Il a fait ça assez impressionné, effectivement, Jean-Pierre. Et voilà, donc nous sommes maintenant dans la même et le score est de 10 à 8. Alors Fagino a quand même remonté un petit peu son handicap. Et là, effectivement, Jean-Pierre Vaquiez, je dirais, serait le grignoter point à point. Fagino est toujours présent, un Fagino qui ne fait pas de miracle, mais un Fagino qui s'approche. Jean-Pierre Vaquiez un petit peu moins efficace au point, peut-être.
Et un Christian Fagino Qui reste Fagino. qui reste Fagino. Qui demande bien, alors on commence à y croire là, malgré quand même encore des petites erreurs, vous voyez, là, il perd 2 fois le point par nous, c'est quand même pas un Fagino habituel, parce que sur un point comme cela, une fois oui, mais 2 fois c'est beaucoup. Et il pointe. Il repointe encore. Alors 10 à 8, mais tout le monde y croit quand même, parce que 10 à 8 pour Fagino, bah, tout est possible. Donc le tir pour marquer, c'est Vatiel. Et Jean-Pierre, encore une fois, imperturbable, tire. Et donc, on va passer maintenant sur le score de 11 pour Vatiel, qui a donc marqué un point, à 9 pour Fagino, donc on est très serré. Score de 11 à 9. Fagino point, Fagino qui repeinte, il regagne le point. Tire près de lui. Tire près du tire, qui colle le bouchon. Alors, il n'a pas manqué encore Jean-Pierre. Ah oui, là c'est la première. C'est sa Première frappe non réalisée de Jean-Pierre Vatiel. Première erreur de Vatiel, oui. À 11 à 9, hein. Ouais. Donc il a fallu attendre quand même ce score pour qu'il y ait le premier trou de Vatiel. C'est là qu'on s'est dit, Fagino garde ses chances. Voilà, parce qu'en plus il ne rentre pas. C'est la première main où Jean-Pierre Vatiel vraiment ne joue pas toutes ses boules. Voilà. Il ne rentre pas de plus et donc tire à 2, 3 au palais pour Christian. On est 11 à 9. Il peut très bien faire 12 à 11. D'où l'importance encore. On voit avec quelle fois il va la distiller. Oui. La boule est frappée. Malheureusement, il part un petit peu trop. Alors, il ne marque que 2 points là-dessus, Christian. Et il égalise. Et égalise, on est à 11 à 11. Alors 11 à 11, là il y en a pour tout le monde. Faut bien le dire. 11 à 11, il y en a pour tout le monde. Christian Fagino envoie le but. Il envoie le but. Il a quand même le vent en poupe. Il faut bien voir qu'il est revenu de 9 à 2. Nous sommes 11 à 11. Christian Fagino au point. Demi-donné. Joli point. Oui, très joli point. Alors est-ce que Jean-Pierre va là est la question. La réponse dans quelques instants. Voilà. Non, il poursuit très bien. Il est resté, hein. Il est resté, il a le point, 2 boules en main. Nous sommes 11 à 11, 2 boules chaque Christian Fagino. Avantage Vatiel, léger avantage. Léger avantage, parce que bon, Christian Fagino peut très bien faire 2 très beaux points et les intéresser un peu. Enfin, il y en a pour tout le monde, là. 11 à 11. Un petit, la boule part sur le côté. Alors, que va faire Vatiel? Pointer, tirer? Connaissant quand même Jean-Pierre, d'accord, il est efficace, mais on sait que c'est quand même pas le tireur en instinct. C'est quand même le joueur de tête-à-tête qui assure, je dirais, en pointant. Soucieux quand même, Christian. Ah oui. Oui, parce que sa reprise est approximative. Tout à fait. En 11 à 11, il a fait pourtant le plus gros, il est revenu dans des circonstances où il n'était pas en pleine forme, il est revenu quand même de 9 à 2 à 11 à 11. Et là, il a conscience que... Donc on va reprendre le point, il a confiance, il a confiance que ça devient capital. J'ai l'impression qu'il doit penser qu'il y a... En fait, il y a qu'un carreau pour le sauver, là. Ou un déplacement de bouchon, parce que Vatiel paraît tellement sûr au point... Non, pas qu'un carreau quand même, parce qu'il joue pour 2 points, Vatiel. Donc même s'il pousse la boule, soit que l'autre peut tirer après au carré, c'est vrai. Mais déjà, il faut la pousser. Avant toute chose, la pousser pour avoir le point. Et faire peut-être un palais à manger, pour limiter la table. Pour que Jean-Pierre ne puisse faire qu'un point dans le final. Là, ça devient dramatique. Là, ça devient vraiment dramatique. 12 par terre pour Jean-Pierre. Jean-Pierre Vatiel au point. 12 par terre. 13e en main, le titre au bout. Elle part bien cette boule. Elle part même très très bien. Vatiel est champion de France 1989. La bise, sympathique. Ouais, sympathique. Très sympathique. Une version protégée. La casquette. La fameuse casquette. Il faut bien mettre en plus qu'il a remporté temps. Il est en vacances à Perpignan. Vatiel, en repos, il est venu tranquillement faire son petit championnat de France.
faut dire, ajoutons qu'il a fait 5, il a disputé 5 concours dans l'année seulement. Une sacrée récompense. Ouais, quant à Savino, la tristesse. Alors vers qui va vers Savino? Ah, je ne sais pas. Ben voilà, vers son fidèle collègue Daniel Voisin. De l'autre côté, c'est la joie et la tristesse. Les dés en sont jetés. Christian Favino ne battra pas le record de René Coulon. Il restera égalité avec lui avec 3 titres de champion de France tête à tête. Rappelons que René Coulon avait conquis ses titres en 80, 80 et 86. En ce qui concerne Favino, c'était en 75, 78 et 82. Donc l'égalité parfaite entre les deux hommes. Le tableau du Menamen, quand même, pour voir un petit peu la domination au départ très nette de Vaquiez. Jean-Pierre Vaquiez, oui. Jusqu'à la 7e main, il était à 9-2. Et puis progressivement, Christian Favino va reprendre du poil de la bête, si on peut dire, pour revenir donc dans la deuxième phase de la partie, entre la 8e et la 15e main, jusqu'à 11-11 à la 14e main. Donc belle remontée, mais malheureusement pas suffisante pour arriver à battre Jean-Pierre. JB n'est pas une société nouvelle. JB a pratiquement 60 ans d'existence et JB essentiellement a été à l'origine de ce qu'on appelle la pétanque moderne par l'invention en 1929 de la boule de pétanque en acier faite à partir de 2 coquilles soudées. Voilà essentiellement quelle est l'âme et l'origine de JB. Comment voyez-vous l'avenir de la pétanque et JB dans le domaine de la compétition? La compétition est un phénomène indispensable aujourd'hui si, dans un sport comme le nôtre, on veut le développer auprès des joueurs, auprès d'un grand nombre de joueurs et de nouveaux joueurs. Ça, c'est sûr, c'est indispensable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième objectif important, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à l'envisager, c'est aujourd'hui atteindre le mouvement olympique. La pétanque a la possibilité de devenir un sport olympique dans les prochaines années. Il faut aujourd'hui lui donner notre image de marque et c'est vrai que dans le sport, en particulier dans la compétition, c'est un rôle important et JB souhaite jouer ce rôle. JB donc est une société ancienne, mais JB est également une société qui connaît à l'heure actuelle un nouveau démarrage très important. Ce nouveau démarrage tient au fait que JB a trouvé de nouveaux partenaires financiers. L'innovation JB cette année, c'est essentiellement la boule à repérage couleur. Et ce sera probablement en 89 et 90 encore un certain nombre d'autres nouveautés pour faire évoluer d'abord le produit. Le deuxième point qui nous paraît capital, c'est l'ouverture de ce sport et de ce jeu vers de nouveaux adeptes. Nous sommes convaincus, et de nombreuses études le montrent, que la pétanque peut intéresser de nouveaux joueurs, bien en dehors, bien au-delà des gens qui la pratiquent à l'heure actuelle. C'est pourquoi JB a décidé aussi de participer à cette action de développement de la pétanque vers de nouveaux joueurs. Le troisième aspect, qui est peut-être un petit peu plus commercial, mais qui existe également, c'est une action de partenariat avec tous les gens qui distribuent la pétanque à l'heure actuelle en France. Nous avons décidé de nous tourner vers ces gens-là pour leur expliquer notre action et faire en sorte qu'ils participent avec nous au développement de la pétanque. Alors nous voici dans la finale du doublette. À l'écran, Lozano de dos et puis Chaplan au point. Nous a essayé de rajouter le dernier point. Première main. Pour l'instant, nous sommes donc 0-0. Si Chaplan rajoute, c'est bien Une finale donc véritablement historique avec d'un côté Barada et Le Dantec qui totalisent 44 années, alors que de l'autre, les deux jeunes lyonnais Lozano et Chaplan réunissent 40 années. C'est quand même fabuleux. Ce qui prouve que, quoi qu'on en dise, la pétanque actuellement se porte très bien. Et Barada nous en donne une forte démonstration avec ce magnifique point. Il a fait fort tout le temps, tout au long du championnat au point, et Chaplan va avoir fort à faire aussi. Alors pour l'instant, ce début de partie est, je dirais, très égalitaire. Nous sommes en présence de deux équipes qui sont
en pleine possession de leur moyen, ni l'une ni l'autre, mais l'un l'autre. Donc tout va bien, tout roule. Chaplin encore au tir, sollicité pour la deuxième fois. Ah, et là, un premier petit trou, alors un petit signe quand même, parce que jusqu'à présent, Chaplin était quasiment intouchable, notamment dans la partie contre Gouges. Et là, bon, bien sûr, bon, c'est un premier petit trou, mais on va voir que c'est quand même... Lozano qui colle, hein. Voilà, colle à la route. Chaplin qui pointe derrière lui pour justement fermer le jeu. Voilà, limiter la tâche. Et qui vient se coller, lui aussi. Donc, toujours le point à Barada. Barada qui se prépare à pointer. Un petit pas de 4 là. Ou du 2 comme on veut. Barada au point. Alors très bien joué. Là, on voit comment Barada arrive à décoller la boule de Chaplin pour pouvoir permettre à Le Dantec d'y tirer. Et Le Dantec, sans problème, il frappe. Et là, ils en rangent 2 points. Nous sommes donc sur le score de 2 à 1 en faveur de M. de Barada. Alors nous arrivons au milieu de la troisième mène. André Lozano au point. La mène, pour l'instant, n'est pas à l'avantage de Lozano. Lozano qui, malheureusement, ne rentre pas. Donc là, grosse difficulté pour l'équipe Chaplin-Lozano. Chaplin, qui pointe. Il n'a plus que ça à faire. Et qui lui, par contre, rentre. Très beau point. Très beau point, mais en face, il y a quand même pas mal de boules. Il y a donc 2 boules chez Le Dantec, le tireur, et une boule chez Barada. Alors Barada au point, il essaie de reprendre. Qui rentre. Qui rentre, mais qui passe juste. Donc Le Dantec est forcé de tirer pour marquer 2 points. Il risque du contre, bien sûr. Alors Le Dantec au tir. Belle frappe, très belle frappe de Le Dantec. Il se démarque légèrement. On revoit d'ailleurs au ralenti son geste à Le Dantec. Le tireur. Voilà, il se démarque légèrement, mais il conserve tout de même 2 points. Il n'a plus qu'à rajouter. Et donc une mène de 3 points, ce qui permet à l'équipe des Côtes du Nord de se détacher déjà d'une manière importante, puisque le score passe à 5-1. 5-1. Alors Barada toujours imperturbable au point. Donc pour l'instant ça roule très bien pour les Bretons. Lozano maintenant au point. Il rentre. Pas suffisamment Stéphane, je crois. Alors on voit que justement en parallèle se déroulait l'autre finale que nous venons de voir, du tête à tête. Chaplin au tir qui chicote. Pas très à l'aise, hein, Chaplin, Non, en début de partie. Très mal à l'aise même, ils sont malmenés. Alors là, superbe reprise de Le Dantec, qui engrange un point de plus. Et Le Dantec, dernière boule. Et une fois de plus, Le Dantec rentre. Et une nouvelle mène de 3 points alors. Nouvelle mène de 3 points, ce qui nous porte quand même au score assez dur de 8 à 1. Alors là, on voit maintenant Lozano tirer tête. Hein. Oui, changement de situation, on a renversé la vapeur du côté des Lyonnais et c'est Lozano qui prend l'initiative du tir. Avec d'entrée une bonne frappe. Alors, score de 10 à 1, et là, tout de suite, on fait un saut pour retrouver nos deux équipes sur le score de 10 à 7. L'équipe Lozano donc a fait une très grosse remontée, notamment en se collant là, à côté du public. Oui, tout à fait, et on constate d'ailleurs que le public joue un rôle très important, car il y a de nombreux Lyonnais qui sont là et qui soutiennent l'équipe Lozano très fortement. Voilà. Alors, 10 à 7, le moral revient dans le camp Lozano. Le public, comme on vient de l'entendre, est partie prenante, notamment la colonie lyonnaise qui est juste en face de nous dans les gradins. Et l'équipe Barada
malmené, et malgré quand même un Barada qui reste imperturbable au point, mais le jeune Le Dantec a un petit peu pris un coup moral. Alors, Lozano toujours imperturbable, lui aussi. Deuxième frappe d'aligné. Barada qui continue dans le rond. Alors, la tactique maintenant, c'est en fin de compte une tactique d'attaque depuis que Lozano a remplacé Chaplin au tir, on peut le dire. Tactique qui se révèle payante, puisque Barada pointe très bien, mais Lozano tire très bien, il arrive à faire la différence. Et le jeune Le Dantec est un petit peu perturbé, notamment par le public. On a tout le temps Et donc Lozano retire à nouveau. Et donc ce tir de Lozano place les Lyonnais en très très forte position, car encore une boule dans les mains donc, du jeune Le Dantec, et en face, une boule à Chaplin, avec une frappe très importante à suivre. Alors Le Dantec rentre, bien sûr, donc pour l'instant tous les efforts sont permis, mais si Chaplin tire, il tire à 5 au carreau. Chaplin qui pousse simplement la boule et qui marque un point. Qui marque un seul point, et on est sur le score de 10 à 8. Même suivante. Point à 30-40 derrière, d'entrée de Chaplin. Le public toujours omniprésent, on le voit. Barada. Barada qui continue son parcours, je peux le dire, très grosse partie. Lozano qui continue sa bonne prestation, puisque sur 15 tirs, il va réaliser 13 touches. Oui, c'est quand même... Il a un très bon niveau pour une finale de championnat de France, car rappelons que les finales ne sont pas toujours héroïques. Et du côté, justement, du jeune Le Dantec, il n'a fait que 9 sur 18. Oui, il a fait 1 sur 2. 1 sur 2. Donc c'est quand même là un peu que se situe la différence de Barada ayant rempli son contrat. Oui, tout à fait. Le Dantec qui perd le point. Et dans cette même, Chaplin rajoute un point et nous passons au score de 10 à 10. 10 à 10 égalité, et donc là on sent bien que les choses ont fortement changé. Oui, le vent est en poupe pour les deux Lyonnais. Les Bretons ont de plus en plus de mal à côté, même Barada commence un petit peu à faiblir au point. Et là, je dirais que Le Dantec est en train de tirer les dernières cartouches. Et pour cette boule, ce très beau point de Dantec, c'est la gagne. Si Lozano tire, nous sommes sur le score de 10 à 10, si Lozano tire, eh bien, les Bretons sont battus, définitivement battus. Et Lozano, toute déception dans le public. Le jeune Barada qui lève le point en l'air en disant, vous voyez, tout n'est pas perdu. Le canard est toujours vivant. Voilà, et on est donc sur le score de 11 pour Barada, 10 pour Lozano. Alors Barada s'est un peu libéré à la première boule, on voit avec le derrière. Chaplin qui en profite tout de suite. Oh là. Alors là, ça commence à être quand même très inquiétant. Premier trou de Le Dantec, Barada est 1 mètre derrière, donc 2 boules de retard. On pointe. Il ne reste plus que ça à faire pour l'instant. Elle est un peu courte. Et Barada n'a pas repris le point. On hésite du côté, on tire peut-être. Oui, on va tirer. Le Dantec. Aïe, là ça devient dramatique, Le Dantec qui tire et en plus se démarque derrière. Alors là, vous voyez, le sourire revient dans le camp de Lozano, on commence à se détendre là, tout va bien là, tout roule. Par contre, c'est la consternation sur les Bretons. Alors là,
On en arrive aux dernières solutions extrêmes. Alors ce qui est bizarre, on voit Barada partir. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Barada ne va pas pointer. Barada va tirer. Tire au but. Tire au but. Il le pince. Il n'a vraiment pas de chance. Là, pour connaître. Malheureux Barada. Ah, il peut changer tout. Hein. Ça peut tout changer, effectivement, si Barada a le bonheur pour lui de pincer ce but, eh bien, tout peut prendre en question. Alors, il l'a quand même légèrement déplacé, c'est pour ça que Lozano est censé tirer au point. Alors, très belle frappe de Lozano. Et là, le Dantec prêt à tirer debout, mais il s'assoit. Il a tenté un coup désespéré un petit peu. Contre toute attente. Et voilà, grâce au but. Là, les carottes sont un peu cuites, parce que bon, le Dantec se voit effectivement que le but avait été un petit peu près des boules derrière. Alors là, il reste 4 boules en main à Chaplan, que l'on voit ici dans le rond, et à Lozano pour mettre 3 points. Ils ont 10 points, il faut le rappeler, 11 pour le Dantec, et ils ont 4 boules en main pour en mettre 3. Vous voyez que la distance est assez longue, mais par contre, il y a assez de place pour le mettre. Oui, ça fait sans problème. Ah, ça commence à être le délire dans les tribunes. Les applaudissements qui se déchaînent. Alors 12 par terre, Lozano a la gagne en main. Il faut rappeler que la mène d'avant, il a manqué cette gagne. Que va-t-il faire? Lozano a la gagne. Et c'est gagné. Alors André Lozano, tu es étudiant, tu passes ton bac demain. Champion de France à 20 ans, ça doit procurer certaines sensations, lesquelles? Ben pour le moment je réalise pas trop bien et tout. Peut-être, je sais pas, ça fait bizarre quoi. Ça fait plaisir surtout quoi. C'est un rêve accompli. Voilà. Ouais, c'est un rêve, d'autant plus que vous étiez très largement mené dans la partie au départ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as repris le tir, André? Pour la première fois du championnat de France, on a décidé de tourner. Puis ça s'est trouvé qu'il a bien pointé, j'ai bien tiré, puis ils ont un peu moins bien joué. Et voilà, tout ça a fait qu'on gagne quoi. Je suis sur un nuage, je ne sais pas exactement ce qui m'arrive. C'est arrivé, ça me fait un grand plaisir, ça me fait un plaisir immense pour mes amis qui m'ont supporté jusqu'au bout. Et je suis vraiment très heureux, c'est un beau jour pour moi. J'ai douté toute la partie. J'ai même douté avant de commencer la partie. Mais peut-être que l'avantage que j'avais par rapport à Fassino, c'est que je n'avais rien à perdre moi dans cette partie. Et ça s'est passé pour le mieux, disons. Chers amis, à l'année prochaine au Canet Rolleville.